Mansfield Park par Jane Austen. Partie 3, chapitre 8. Si Sir Thomas avait pu voir tous les sentiments de sa nièce, quand elle écrivit sa première lettre à sa tante, il n'aurait pas désespéré. Car quoiqu'une nuit de bon repos, un matin agréable, l'espoir de revoir bientôt William et l'état relativement tranquille de la maison, du fait que Tom et Charles étaient en classe, Tom tout à l'exécution de quelques projets et son père à ses flâneries habituelles, lui permissent de s'exprimer gaiement au sujet de la maison. Elle se rendait cependant bien compte dans son fort intérieur que plusieurs ombres avaient été supprimées au tableau. S'il avait pu voir seulement la moitié de ce qu'elle ressentait avant la fin de la semaine, il aurait cru M. Crawford sûr d'elle, et il eût été enchanté de sa propre prévoyance. Avant la fin de la semaine, tout ne fut que désappointement. D'abord, William était parti. Le Thrush avait reçu ses ordres, le vent avait changé, et il faisait voile moins de 4 jours après avoir atteint Portsmouth. Et pendant ces jours-là, elle ne l'avait vu que 2 fois. Quand il était venu à terre en service commandé, il n'y avait eu ni conversation, ni promenade sur les remparts, ni visite au chantier, ni connaissance faite avec le Thrush. Rien de tout ce qu'ils avaient arrangé ou escompté. Tout lui manquait ici, sauf l'affection de William. Sa dernière pensée en quittant la maison était pour elle. Il retourna vers la porte en disant à sa mère « Prenez soin de Fanny, mère. Elle est délicate et pas habituée à être brusquée comme nous tous. Je vous en adjure, prenez soin de Fanny. » William était parti, et la maison où il l'avait laissée était, Fanny ne pouvait pas se cacher le fait, à tous les points de vue, presque exactement le contraire de ce qu'elle aurait pu souhaiter. C'était le séjour du bruit, du désordre et des inconvenances. Personne n'y était à sa place, rien ne se faisait comme il le fallait. Elle ne pouvait pas respecter ses parents autant qu'elle l'eût espéré. En son père, sa confiance n'avait pas été excessive, mais il était plus insoucieux de sa famille. Ses habitudes étaient pires, ses manières plus rudes, qu'elle-même ne s'y fût attendue. Il ne manquait pas de capacité, mais il n'avait aucun intérêt, ni aucun savoir en dehors de sa profession. Il ne lisait que les journaux et l'annuaire maritime. Il ne parlait que du chantier, du port, de Spithead et du Motherbank. Il jurait et buvait. Il était sale et grossier. Elle n'avait jamais pu se souvenir de quelque chose qui s'approchât de la tendresse dans ses rapports antérieurs avec elle-même. Il ne lui avait laissé qu'une impression générale d'homme rude et bruyant. Et maintenant, c'était à peine s'il remarquait sa présence. Encore était-ce pour faire d'elle l'objet d'une plaisanterie grossière. Sa désillusion, en ce qui concernait sa mère, était plus grande. Là, elle avait espéré plus, et n'avait trouvé presque rien. Tous les plans flatteurs de devenir quelque chose qu'elle avait élaborés échouèrent aussitôt. Madame Price n'était pas déplaisante, mais au lieu de gagner la confiance et l'affection de sa fille, et de lui devenir de plus en plus chère, celle-ci ne trouva jamais en elle plus de gentillesse que celle qu'elle lui avait montrée le jour de son arrivée. L'instinct de la nature était bientôt satisfait, et les affections de Madame Price n'avaient pas d'autre source. Son cœur et son temps étaient pleinement remplis. Elle n'avait ni loisir, ni tendresse à donner à Fanny. Ses filles n'avaient jamais été grand-chose pour elle. Elle tenait beaucoup à ses fils, surtout à William, mais Betsy était la première de ses filles dont elle eût jamais fait quelque cas. Envers elle, elle était presque inconsidérément indulgente. William était son orgueil, Betsy sa chérie, et John, Richard, Sam, Tom et Charles accaparaient tout le reste de sa sollicitude maternelle, tour à tour ses peines et ses consolations. Ses jours se passaient dans une sorte d'empressement lent. Tout était toujours actif, sans qu'on avançât. Son travail toujours en retard, de quoi elle se plaignait toujours, sans changer de méthode. Elle voulait être économe, sans disposition ni régularité. Mécontente de ses servantes, mais sans aptitude pour les rendre meilleures. Et qu'elle les aidât, les réprimandât, ou eût de l'indulgence pour elles, ne parvenant jamais à se faire respecter.
Quant à ses deux sœurs, Madame Price avait de loin plus de ressemblance avec Lady Bertram qu'avec Madame Norris. Elle était une économe par nécessité, sans les dispositions de Madame Norris, et sans un peu de son activité. Son naturel l'inclinait à la facilité et à l'indolence, comme chez Lady Bertram, et une telle situation d'opulence et d'oisiveté aurait été beaucoup plus appropriée à ses capacités que les efforts et sacrifices que lui avait valu son imprudent mariage. Elle aurait pu être une aussi bonne dame de qualité que Lady Bertram, mais Madame Norris eût été une plus respectable mère de 9 enfants, avec des revenus réduits. Fanny ne pouvait qu'être sensible à tout cela. Elle avait beau se faire scrupule d'employer les mots pour le dire, elle ne pouvait que sentir que sa mère était une personne partiale, aveuglée, une traînarde, une négligente, qui laissait faire ses enfants, et que cette maison était la scène de sa mauvaise administration, et des incommodités incessantes qu'elle provoquait, et qui n'avait ni talent, ni conversation, ni affection pour elle-même, pas de curiosité pour apprendre, et aucune inclination pour la société, ce qui aurait pu provoquer en elle de tels sentiments. Fanny était très préoccupée de se rendre utile et de ne pas sembler dominer son milieu, de quelque façon disqualifiée ou impropre par son éducation étrangère, à apporter son aide, à rendre la maison confortable. Et pour cela, se mit immédiatement à travailler pour Sam, et travaillant de grand matin et tard le soir, avec persévérance et diligence, fit tant que le garçon put s'embarquer enfin, avec plus de la moitié de son linge prêt. Elle sentait une vive satisfaction à se rendre utile, mais ne parvenait pas à s'imaginer ce qu'on eût fait sans elle. Tout bruyant et arrogant que fût Sam, elle le regretta plutôt quand il s'en alla, car il était ingénieux, intelligent, et heureux d'être employé à faire des commissions en ville. Et quoique dédaignant les remontrances de Suzanne dans la forme où elles étaient données, pourtant très raisonnable en elle-même, avec une vivacité déplacée et impuissante, il commençait à être influencé par les services de Fanny et son aimable persuasion. Et elle trouva que le meilleur des 3 cadets s'en était allé avec lui, Tom et Charles n'étant pas encore près de cet âge de compréhension et de raison, qui pourrait suggérer l'utilité qu'il y a à se faire des amis et à tâcher de se rendre moins désagréable. Leur sœur désespéra bientôt de faire la moindre impression sur eux. Ils étaient absolument indomptables, par un quelconque des moyens qu'elle avait le courage ou le temps d'essayer. Chaque après-midi apportait un retour de leur jeu volage partout dans la maison, et elle apprit bientôt à soupirer à l'approche du demi-jour de congé régulier du samedi après-midi. Betsy aussi, une enfant gâtée, habituée à considérer l'alphabet comme son plus grand ennemi, abandonnée aux servantes selon son bon plaisir, et puis encouragée à venir apporter tout le mal possible d'elle, était presque aussi prête à désespérer d'être capable de l'aimer ou de l'aider. Et au sujet du caractère de Suzanne, elle avait raison d'être sceptique. Ses désaccords continuels avec sa mère, ses disputes inconsidérées avec Tom et Charles, sa pétulance avec Betsy, étaient aussi douloureux pour Fanny. Quoiqu'elle admît qu'ils étaient souvent provoqués, mais elle craignait que la disposition qui les portait à un tel degré ne pût permettre la moindre tranquillité à ce sujet. Ainsi était la maison qui devait lui faire oublier Mansfield, et lui apprendre à songer à son cousin Edmond avec des sentiments calmes. Au contraire, elle n'allait plus songer qu'à Mansfield, à ses chers habitants, ses habitudes heureuses. Toutes les choses du présent formaient un contraste complet avec le passé. L'élégance, les convenances, la régularité, l'harmonie, et peut-être par-dessus tout, la paix et la tranquillité de Mansfield lui étaient rappelées chaque jour. La vie au milieu du bruit incessant était pour une complexion et un tempérament délicat et nerveux comme ceux de Fanny, un mal qu'aucune augmentation d'élégance ou d'harmonie n'aurait pu compenser. C'était la plus grande misère de toutes. À Mansfield, pas de disputes, pas de voix élevées, pas d'éclats soudains. Aucune menace de violence n'était jamais entendue. Tout allait dans un ordre régulier et gai. Chacun y avait son importance, selon son rang. Les sentiments de tous entraient en ligne de compte. Si jamais la tendresse faisait défaut, les bons sentiments et la bonne éducation la remplaçaient. Et quant aux petites noises causées parfois par tante Nourrice, elles étaient courtes, c'étaient des vétilles,
Elles étaient comme une goutte d'eau dans l'océan, comparées au tumulte incessant de sa résidence actuelle. Ici, tout le monde était bruyant. Chaque voix était forte, à l'exception peut-être de celle de sa mère, qui rappelait la douce monotonie de celle de Lady Bertram, mais qui était plus maussade. On criait pour chaque chose dont on avait besoin, et les servantes criaient leurs excuses de la cuisine. Les portes ne faisaient que claquer, l'escalier n'était jamais en repos, rien n'était fait sans bruit, personne ne restait tranquille, et personne ne pouvait attirer l'attention quand il parlait. Dans un parallèle entre les deux maisons, telles qu'elles lui apparurent avant la fin de la semaine, Fanny était tentée de leur appliquer la célèbre opinion du docteur Johnson sur le mariage et le célibat, et de dire que quoique Mansfield Park pût avoir quelques peines, Portsmouth ne pouvait avoir de plaisir. Chapitre 9. Fanny n'avait que trop raison de ne rien attendre de mademoiselle Crawford, maintenant, à la rapide cadence avec laquelle leur correspondance avait commencé. La prochaine lettre de Mary arriva après un intervalle bien plus long que la précédente, mais elle se trompait en pensant qu'un tel intervalle eût été d'un grand soulagement pour elle. Ici, il y avait un étrange changement d'esprit. Elle était vraiment contente de recevoir la lettre quand celle-ci arriva. Dans son exil présent de la bonne société et à distance de tout ce qui aurait pu l'intéresser, une lettre de ceux appartenant au cercle où son cœur vivait, écrite avec affection et quelque élégance, était parfaitement acceptable. L'excuse habituelle d'engagements mondains, toujours plus nombreux, était invoquée pour expliquer le retard de la lettre. « Et maintenant que j'ai commencé, continua-t-elle, ma lettre ne vaudra pas la peine d'être lue, car elle n'offrira que peu d'amour à la fin, et 3 ou 4 lignes passionnées de votre plus dévoué au monde, H.C., car Henry est à Norfolk. Il dut aller pour affaires à Everingham il y a 10 jours, et peut-être n'était-ce qu'un prétexte invoqué pour pouvoir voyager pendant que vous le faisiez. Mais son absence peut facilement expliquer toute négligence de sa sœur à vous écrire, car il n'y a pas eu de... Bien, Mary, quand écrivez-vous à Fanny? N'est-il pas temps, pour vous, d'écrire à Fanny? Pour m'encourager. Enfin, après plusieurs essais pour nous rencontrer, j'ai vu vos cousins, la chère Julia et la très chère Madame Rushworth. Ils me trouvèrent à la maison hier et nous fûmes contents de nous revoir. Nous parûmes très contents de nous revoir et je crois que réellement, nous l'étions un peu. Nous avions beaucoup à nous dire. Vous dirais-je quel air avait Madame Rushworth quand votre nom fut mentionné. Je n'ai jamais cru qu'elle eût besoin de savoir se dominer, mais hier, elle a dû faire un effort considérable. En somme, Julia avait la meilleure mine des deux, du moins quand on parla de vous. Il ne fut plus question pour elle de reprendre ses couleurs du moment où je parlais de Fanny, et je parlais d'elle comme une sœur le doit. Mais le jour viendra où Madame Rushworth reprendra sa bonne mine. Nous avons des invitations pour sa première partie, le 28. Alors elle sera dans tout son avantage, car elle ouvrira une des meilleures maisons de Wimpole Street. J'y étais il y a 2 ans, quand elle appartenait à Lady Lascelles, et je la préfère à presque tout ce que je connais à Londres. Elle sentira alors, pour employer une phrase vulgaire, qu'elle a reçu la valeur d'un penny pour chaque penny. Henry n'aurait pu lui procurer les moyens d'avoir une telle maison. J'espère qu'elle s'en souviendra et sera satisfaite, autant qu'elle le peut, en faisant partir la reine d'un palais, quoique le roi pût bien apparaître dans le fond. Et je n'ai aucun désir de la taquiner, et je ne lui imposerai plus jamais votre nom. Elle se calmera, petit à petit. De tout ce que j'entends et suppose, les attentions du baron Wildenheim pour Julia continuent, mais je ne sais pas s'il est fort encouragé. Elle devrait trouver mieux. Un pauvre honorable n'est pas grand-chose, et je ne puis voir aucune inclinaison dans le cas présent, car à part ses rodomontades, le pauvre baron n'a rien. Quelle différence une voyelle peut faire, si ses rents étaient seulement égaux à ses rents, si ses revenus étaient seulement égaux à ses déclamations. Votre cousin Edmond se déplace difficilement. Il est retenu sans doute
par les devoirs paroissiaux. Il y a peut-être quelques vieilles femmes à convertir à Thornton Lacey. Je ne voudrais pas m'imaginer être négligée pour une jeune femme. Adieu, ma chère et douce Fanny. Ceci est une longue lettre de Londres. Écris-moi une gentille pour réjouir les yeux d'Henri quand il revient, et envoie-moi une description de tous les brillants jeunes capitaines que tu dédaignes pour lui. Il y avait grandement matière à méditation dans cette lettre, et surtout à de la méditation désagréable. Et encore, avec tout le malaise qu'elle apportait, elle la mettait en rapport avec les absents. Elle leur parlait de gens et de choses dont elle n'avait jamais été aussi curieuse que maintenant, et elle aurait été contente d'être certaine de recevoir une pareille lettre chaque semaine. Sa correspondance avec sa tante Bertram était la seule préoccupation d'intérêt majeur. Quant à des gens de la société de Portsmouth qui auraient pu compenser ce qui lui manquait chez elle, il n'y en avait pas dans le cercle des connaissances de son père et de sa mère pour lui donner la moindre satisfaction. Elle ne voyait personne en faveur de qui elle pouvait souhaiter de surmonter sa timidité et sa réserve. Tous les hommes lui parurent grossiers, les femmes toutes impertinentes, tout le monde mal éduqué. Et elle rendait aussi peu de satisfaction qu'elle en recevait des vieilles ou nouvelles connaissances qui lui étaient présentées. Les jeunes dames qui l'approchèrent d'abord avec quelque respect, en considération du fait qu'elle venait de la famille d'un baronnet, étaient bientôt offensées par ce qu'elles appelaient des airs, et comme elle ne jouait pas de piano et ne portait pas de belles pelisses, elle ne pouvait pas, en l'observant mieux, admettre en sa faveur un droit de supériorité. La seule solide consolation que Fanny reçut pour tous les maux de la maison, la première que son jugement put pleinement approuver et qui lui offrit quelques promesses d'avenir, fut une connaissance plus approfondie de Suzanne et l'espoir de lui pouvoir être utile. Suzanne s'était toujours aimablement comportée avec elle, mais le caractère déterminé de ses manières l'avait étonnée et alarmée, et ce ne fut qu'après 15 jours, au moins, qu'elle commença à comprendre une disposition si totalement différente de la sienne. Suzanne remarquait que beaucoup de choses allaient de travers à la maison, et voulait y remédier. Qu'une fillette de 14 ans, se basant uniquement et sans guide sur la raison, se trompât dans ses méthodes de réforme, n'était pas étonnant. Et bientôt Fanny fut plus disposée à admirer la clairvoyance naturelle, qui à un si jeune âge parvenait à distinguer le bien et le mal avec tant de justesse. Suzanne agissait au nom des mêmes principes, en poursuivant le même système que son propre jugement approuvait, mais que son tempérament plus doux et plus accommodant l'empêchait d'exprimer. Suzanne essayait de porter de l'aide là où elle n'aurait pu que partir et pleurer. Et que Suzanne fût utile, elle le voyait. Que les choses mauvaises comme elles étaient eussent été pires sans son intervention, et que tant sa mère que Betsy étaient revenues de certains excès d'indulgence et de vulgarité très blessants. Dans chaque discussion avec sa mère, Suzanne avait l'avantage de la raison, et jamais elle ne se laissait dévier par les cajoleries de sa mère. L'aveugle tendresse qui autour d'elle produisait toujours du mal, elle ne l'avait jamais connue. Il n'y avait pas de gratitude pour une affection passée ou présente, pour lui faire mieux supporter les excès de celle-ci chez les autres. Tout cela devint peu à peu évident, et plaça graduellement Suzanne devant sa sœur comme un objet de compassion mélangé de respect. Que ses façons de faire fussent blâmables, et qu'elles le fussent parfois très fort, ses mesures souvent déplacées et intempestives, et son aspect et son langage très souvent indéfendables, Fanny ne pouvait s'empêcher de le sentir. Mais elle commençait à espérer que ses défauts pourraient être amendés. Suzanne, trouvait-elle, avait les yeux tournés vers elle et désirait qu'elle eût une bonne opinion d'elle. Et toute nouvelle que fût pour Fanny l'autorité, toute nouvelle que fût pour elle l'idée de se croire capable de guider et de conseiller quelqu'un, elle se décida à donner occasionnellement des avis à Suzanne et à essayer à mettre en pratique, pour son édification, des notions plus justes de ce qui était dû à chacun, et que sa propre éducation plus favorisée avait fixé en elle. Son influence commença à se manifester par un acte de gentillesse pour Suzanne, qu'elle se décida enfin à faire après beaucoup d'hésitations dues à son souci de délicatesse. Dès le début,
Elle avait remarqué qu'une petite somme d'argent aurait pu, peut-être, rétablir la paix pour toujours sur le sujet sensible du canif d'argent, maintenant toujours discuté. Et l'argent qu'elle possédait, son oncle lui ayant donné 10 livres au départ, elle pouvait en faire bon usage. Mais elle était si peu habituée à conférer des faveurs, si ce n'était à des gens très pauvres, si peu versés dans l'art d'éloigner les mots, ou dans celui de faire des largesses à ses égaux, et elle avait tellement peur de sembler s'élever elle-même au rang d'une grande dame aux yeux des siens, qu'il lui fallut quelque temps pour déterminer que ce ne serait pas malséant de sa part de donner un tel cadeau. Elle s'y décida, enfin. Un canif d'argent fut acheté pour Betsy, et reçu avec grand plaisir, sa nouveauté lui donnant tout l'avantage voulu sur l'autre. Suzanne prit pleine possession du sien. Betsy déclarant gracieusement que maintenant qu'elle en avait un bien plus beau elle-même, elle ne voudrait jamais plus l'autre. Et aucun reproche ne sembla avoir été adressé à la mère également satisfaite, chose dont Fanny avait presque craint qu'elle fût impossible. L'acte était couronné de succès, une source de disputes domestiques avait complètement été éliminée, et ce fut le moyen de s'ouvrir le cœur de Suzanne, et de lui donner quelque chose de plus à aimer. Suzanne sut prouver qu'elle avait de la délicatesse. Satisfaite qu'elle était d'être la propriétaire d'une chose pour laquelle elle avait lutté pendant 2 ans au moins, elle craignait cependant que sa sœur la blâmât, et lui destinât un reproche, pour avoir tant lutté jusqu'à rendre cet achat indispensable à la tranquillité de la maison. Elle avait un caractère ouvert. Elle reconnut ses craintes, se blâma d'avoir fait tant de contestations, et depuis cette heure, Fanny, saisissant la valeur de ses dispositions et voyant combien elle était portée à rechercher sa bonne opinion et à s'en référer à son jugement, commença à sentir de nouveau les bénédictions de l'affection et à entretenir l'espoir de pouvoir rendre service à un esprit qui avait besoin de tant d'aide et qui la méritait tant. Elle donna des conseils trop bons pour ne pas être suivis une fois bien compris, et donnés si doucement avec tant de circonspection pour ne pas irriter un caractère qui avait ses défauts, et elle avait la satisfaction d'en observer bien souvent les bons effets. C'était le maximum pour quelqu'un qui, voyant toute l'obligation et la convenance de la soumission et de la patience, voyait aussi avec une acuité sympathique de sentiment tout ce qui devait heurter continuellement une jeune fille comme Suzanne. Son plus grand étonnement dans la matière devint bientôt, non le fait que Suzanne aurait été provoquée à être irrespectueuse et impatiente malgré elle, mais que tant de conscience, tant de bonnes notions eussent été les siennes quand même, et qu'élevée au milieu de la négligence et de l'erreur, elle eût pu se former des notions si claires sur ce qui devait être. Elle, qui n'avait pas de cousin Edmond, pour diriger ses pensées ou fixer ses principes. L'intimité ainsi commencée entre elles fut un avantage matériel pour les deux. En restant assises en haut, elles évitaient en grande partie les dérangements de la maison. Fanny était en paix, et Suzanne apprenait à savoir que ce n'était pas un malheur que d'être tranquillement occupée. Elle n'avait pas de feu, mais cela était une privation familière pour Fanny, même, et elle en souffrit moins parce que cela lui rappelait sa chambre de l'Est. C'était le seul point commun. En espace, lumière, mobilier et vue, il n'y avait rien de comparable dans les 2 appartements. Et souvent, elle soupirait au souvenir de ses livres et de ses malles et de tout le confort de là-bas. Graduellement, les jeunes filles en vinrent à passer presque toute la matinée en haut, d'abord en travaillant et causant, mais après quelques jours, le souvenir des livres en question devint si puissant et stimulant que Fanny trouva impossible de ne pas tâcher d'avoir de nouveau des livres. Il n'y en avait pas dans la maison de son père, mais la richesse est exubérante et audacieuse, et une partie de la science trouva son emploi dans une bibliothèque. Elle devint un souscripteur. Étonnée d'être tout in propria persona, étonnée de suivre en tout ses propres voies, d'être un propriétaire et un censeur de livres, et d'avoir le perfectionnement de quelqu'un en vue. Mais c'était bien ainsi. Suzanne n'avait rien lu, et Fanny avait hâte de lui faire goûter ses propres premiers plaisirs, et de lui inspirer du goût pour les biographies et les poésies dans lesquelles elle-même s'était confiée. Elle espérait, ainsi occupée,
enterrer quelques souvenirs de Mansfield, qui n'était que trop apte à saisir ses pensées quand ses doigts seuls étaient occupés. Et surtout, en ce moment-ci, cela l'aiderait à détourner ses idées de suivre Edmond à Londres, où, au témoignage de la dernière lettre de sa tante, elle savait qu'il était allé. Elle ne doutait plus de ce qui allait suivre. L'avis promis lui pendait au-dessus de la tête. Le coup du facteur sur les portes, dans le voisinage, était le signal de ses terreurs journalières. Et si la lecture pouvait bannir cette idée, ne fût-ce que pour une demi-heure, c'était toujours cela de gagner. Chapitre 10. Une semaine s'était écoulée, et Fanny n'avait toujours rien appris au sujet d'Edmond. Il y avait 3 différentes conclusions à tirer de son silence, entre lesquelles sa pensée hésitait, chacune d'elles étant tenue tour à tour pour la plus probable. Ou bien son départ avait été de nouveau remis, ou il n'avait pas encore eu l'occasion de voir mademoiselle Crawford seule, ou il était trop heureux pour écrire des lettres. Un matin, vers ce temps-là, Fanny ayant quitté maintenant Mansfield depuis presque 4 semaines, ce qu'elle ne manquait jamais de méditer et de calculer chaque jour, comme elle et Suzanne s'apprêtaient à monter comme d'habitude, elles furent arrêtées par un coup sur la porte, d'un visiteur qu'elles comprirent ne plus pouvoir éviter, tant Rebecca s'était précipitée vers la porte, un devoir qui semblait l'emporter chez elle sur tous les autres. C'était la voix d'un gentleman. Ce fut une voix qui fit pâlir Fanny. Monsieur Crawford entra dans la salle. Un bon sens comme le sien agira toujours au moment où l'on compte sur lui, et elle se trouva avoir été capable de le présenter à sa mère et de lui faire se souvenir de son nom, comme étant celui d'un ami de William, quoiqu'elle ne se fût jamais crue capable d'abord d'articuler un seul mot, en un tel moment. Savoir qu'il n'était connu là que comme l'ami de William lui donnait un certain réconfort. L'ayant toutefois présenté et tous s'étant rassis, les terreurs qui l'assaillaient en pensant jusqu'où cette visite pouvait conduire furent tellement accablantes qu'elle se crut sur le point de tomber en syncope. Tandis qu'elle essayait de se tenir en vie, leur visiteur, qui d'abord s'était approché d'elle avec une contenance aussi animée que toujours, détourna sagement et gentiment les yeux, et lui donnant le temps de se ressaisir, se consacra entièrement à sa mère, lui parlant, s'occupant d'elle avec le maximum de politesse et de savoir-vivre, et en même temps avec une bienveillance et un intérêt qui rendaient ses manières parfaites. Les manières de Madame Price étaient aussi des meilleures. Animée à la vue d'un tel ami de son fils et avec le désir de paraître à son avantage devant lui, elle débordait de gratitude. De la gratitude simple et maternelle, qui ne pouvait pas être déplaisante. Monsieur Price était absent, ce qu'elle regrettait beaucoup. Fanny avait juste repris assez ses sens pour sentir qu'elle ne pouvait pas le regretter, car à ces nombreuses autres sources de malaise s'ajoutait la plus terrible, la honte pour la maison où il la trouvait. Elle aurait pu saugronder pour cette faiblesse, mais il n'y avait pas moyen de la faire disparaître ainsi. Elle était honteuse, et l'aurait été pour son père plus que pour tout le reste. Ils parlèrent de William, au sujet duquel Madame Price ne tarissait jamais. Et M. Crawford était aussi chaleureux dans ses compliments que son propre cœur pouvait le désirer. Elle sentait qu'elle n'avait jamais vu un homme aussi agréable dans toute sa vie, et fut étonnée d'apprendre qu'aussi important et agréable qu'il fût, il n'était venu à Portsmouth pour ne visiter ni l'amiral commandant le port, ni le commissaire. Il n'était même pas venu avec l'intention de se rendre dans l'île, ou de voir les chantiers. Rien de tout ce qu'elle s'était habituée à penser ne l'avait amenée à Portsmouth. Il était arrivé tard, la nuit précédente, pour un jour ou deux, était logé à la Crown, avait rencontré par hasard 1 ou 2 officiers de marine de ses connaissances depuis son arrivée, mais cela n'avait pas été l'objet de son voyage. Lorsqu'il eut fini de donner ces informations, il n'était pas déraisonnable de penser qu'on pouvait déjà regarder Fanny et lui parler, et elle était passablement en état de supporter son regard et d'entendre qu'il avait passé une demi-heure avec sa sœur, la veille du jour où il avait quitté Londres,
qu'elle envoyait ses meilleures amitiés, mais qu'elle n'avait pas eu le temps d'écrire, qu'il s'estimait lui-même heureux d'avoir vu Mary, ne fût-ce que pour une demi-heure, ayant à peine séjourné 24 heures à Londres, après son retour de Norfolk, avant de repartir à nouveau. Que son cousin Edmond était en ville, avait été en ville, croyait-il, pendant quelques jours, qu'il ne l'avait pas vu lui-même, mais qu'il se portait bien, qu'il avait laissé tout le monde en bonne santé à Mansfield, et dînerait comme hier chez les Fraser. Fanny écouta tout calmement, même le dernier détail. Bien plus, c'était un soulagement pour son esprit fatigué d'avoir n'importe quelle certitude. Et les mots ? Alors, maintenant tout est réglé, passèrent, sans qu'elle manifestât d'autre signe d'émotion qu'une légère rougeur. Après avoir parlé un peu plus de Mansfield, sujet qui semblait le plus éveiller son attention, Crawford commença à suggérer qu'une promenade matinale serait opportune. C'était une belle matinée, et à cette saison de l'année, le temps changeait facilement, et le plus sage parti serait pour tous de ne pas remettre cet exercice. Et ces suggestions n'ayant pas d'effet, il fit aussitôt une recommandation positive à Madame Price et à ses filles. Faire leur promenade, sans autre délai. Alors ils arrivèrent à un accord. Madame Price, sembla-t-il, ne sortait jamais de la maison, sauf le dimanche. Elle confessait qu'avec sa famille nombreuse, elle pouvait rarement trouver un moment pour se promener. Est-ce qu'elle ne voudrait pas alors persuader ses filles de profiter d'un si beau temps et de lui faire le plaisir de pouvoir les accompagner ? Madame Price lui était très obligée et était très accommodante. Ses filles étaient trop enfermées. Portsmouth était un triste endroit. Elle ne sortait pas souvent, et elle savait qu'il y avait quelques courses à faire en ville, qu'elle serait très heureuse de faire. Et la conséquence en fut que Fanny, tout étrange que cela parût, étrange, embarrassant et affligeant, se trouva au bout de 10 minutes en train de se promener dans High Street, avec M. Crawford et Suzanne, car ils étaient à peine dans High Street qu'ils rencontrèrent leur père, dont l'apparence n'était guère meilleure le samedi que les autres jours. Il s'arrêta, et aussi peu distingué qu'il fût, Fanny fut obligée de le présenter à M. Crawford. Il ne devait lui rester aucun doute sur la façon dont M. Crawford devait être impressionné. Il devait être honteux et dégoûté en même temps. Il allait bientôt la laisser et cesser d'avoir la moindre inclinaison pour un mariage. Et encore, quoiqu'elle l'eût vu volontiers guéri de son affection pour elle, ceci était une sorte de cure, qui serait aussi mauvaise que le mal dont elle se plaignait. Et je crois qu'il y a à peine une jeune dame dans le Royaume-Uni qui ne préférerait pas être frappée par le malheur de se voir recherchée par un homme habile et agréable, que de le voir éloigné par la vulgarité de ses proches parents. M. Crawford ne pouvait probablement pas considérer son futur beau-père comme un modèle pour s'habiller. Mais, comme Fanny l'avait aussitôt remarqué à son plus grand soulagement, son père était un homme différent. Un très différent M. Price dans la façon de se conduire devant ce très respectable étranger, de celui qu'il était, dans sa propre famille, à la maison. Ses manières, maintenant, quoiqu'imparfaites, étaient plus que passables. Elles étaient agréables, animées. C'étaient des manières d'homme. Ses expressions étaient celles d'un père affectionné et d'un homme sensible. Ses tons élevés faisaient très bien à ciel ouvert. Et il ne fit entendre aucun juron. Tel était l'hommage instinctif qu'il rendait aux bonnes manières de M. Crawford. Et considérez les choses comme vous voulez, les appréhensions immédiates de Fanny furent infiniment calmées. La conclusion des civilités des deux gentlemen fut une offre faite par M. Price de conduire M. Crawford au chantier, et dont M. Crawford, désireux d'accepter comme une faveur ce qui voulait en être une, quoiqu'il ait vu le chantier encore et encore, mais espérant être d'autant plus longtemps en compagnie de Fanny, était très disposé et avec reconnaissance à profiter, si les demoiselles Price n'étaient pas trop fatiguées, et comme il fut de l'une ou de l'autre façon établi, ou déduit, ou du moins décidé, qu'elles n'avaient pas du tout peur, ils iraient tous au chantier. Et si ce n'eût été pour M. Crawford, M. Price s'en fût allé directement là-bas, sans la moindre considération pour les commissions que ses filles avaient à faire dans High Street. Il permit cependant qu'elles aillent dans les boutiques où elles devaient aller expressément, et cela ne leur prit pas beaucoup de temps.
car Fanny pouvait si difficilement supporter qu'on excite l'impatience ou qu'on se fasse attendre, qu'avant que les gentlemen, qui étaient restés à la porte, eussent pu faire plus qu'entamer une discussion sur les derniers règlements navals, ou se mettre d'accord sur le nombre de navires à 3 ponts maintenant sur chantier, leur compagne était prête à partir. Ils devaient se rendre immédiatement au chantier, et la promenade aurait été conduite, dans l'opinion de M. Crawford, d'une singulière façon si M. Price avait pu en régler entièrement le programme, car les 2 jeunes filles auraient été laissées en arrière, pour leur emboîter le pas, si elles le pouvaient, tandis qu'il aurait avancé avec son pas rapide. Il fut capable de proposer de temps en temps une amélioration, mais pas autant qu'il l'aurait désiré. Il ne voulait pas du tout les quitter. Et à chaque carrefour, ou bien là où il y avait foule, lorsque M. Price criait simplement « Venez, les filles! Venez, Fan! Venez, Sue! Prenez garde! Ouvrez l'œil !» il leur offrait son assistance. Une fois bien engagés sur le chantier, il commença à compter sur un hasard heureux, mais ils furent bien vite rejoints par un compagnon de flânerie de M. Price, qui était venu faire son inspection quotidienne pour voir comment les choses allaient, et qui devait se montrer un bien meilleur compagnon que lui-même. Et après un temps, les 2 officiers semblaient bien contents d'aller ensemble et de discuter des matières d'un intérêt toujours égal et soutenu, tandis que les jeunes étaient assis sur une pile de bois dans le chantier, ou trouvaient un siège à bord d'un vaisseau dans le dépôt qu'ils étaient allés tous visiter. Fanny avait le plus grand besoin de repos. M. Crawford n'aurait pas pu la désirer plus fatiguée, ni plus disposée à s'asseoir. Mais il aurait pu désirer voir partir sa sœur. Une fillette éveillée de l'âge de Suzanne était le pire chaperon au monde, entièrement différent de Lady Bertram, tout yeux et oreilles, et il n'y avait pas moyen d'attaquer le sujet principal devant elle. Il devait se contenter d'être agréable en général, et laisser à Suzanne sa part de distraction, avec le plaisir de temps en temps d'un regard ou d'un avis pour Fanny, mieux informée et plus consciente. Il avait beaucoup à raconter au sujet du Norfolk. Il y avait séjourné quelque temps, et tout y prenait de l'importance avec ses nouveaux projets. Un tel homme ne pouvait venir d'aucune place, d'aucun milieu, sans rapporter quelque chose d'amusant. Ses voyages et ses relations, tout lui servait, et Suzanne était distraite d'une façon tout à fait inaccoutumée pour elle. Pour Fanny, il y avait plus dans ce qu'il rapportait que les incidents des réceptions auxquelles il avait assisté. Pour qu'elle puisse l'approuver, elle exposa la raison particulière de son départ pour le Norfolk à cette époque inaccoutumée de l'année. C'était vraiment un voyage d'affaires, en rapport avec le renouvellement d'un bail dont dépendait la prospérité d'une grande, et croyait-il, active famille. Il suspectait son agent de quelque manigance, de vouloir le prévenir contre les plus méritants, et il avait décidé d'aller lui-même et de rechercher d'une façon approfondie les mérites de chacun. Il était allé, avait fait plus de bien même qu'il n'avait prévu, avait été utile au-delà de son premier plan, et pouvait maintenant se féliciter de sentir qu'en accomplissant un devoir, il avait assuré des souvenirs agréables à son esprit. Il avait fait la connaissance personnelle de quelques fermiers qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il avait commencé à faire connaissance avec des cottages, dont jusqu'ici l'existence même lui avait été inconnue, quoiqu'ils se trouvassent sur son propre domaine. Ceci s'adressait bien à Fanny. C'était plaisant de l'entendre parler si bien. Ici, il avait agi comme il le devait. Être l'ami du pauvre et de l'opprimé, rien ne pouvait lui être plus agréable. Et elle était sur le point de lui donner un regard approbateur quand elle fut intimidée par une ajoute trop audacieuse, dans l'espoir qu'il exprimait d'avoir bientôt un assistant, un ami, un guide, pour chacun des projets qu'il nourrissait pour Everingham, et pour tout ce qui s'y rapportait. Elle se détourna, et souhaita qu'il ne pût dire des choses pareilles. Elle était prête à concéder qu'il pourrait avoir plus de bonnes qualités qu'elle n'avait eu l'habitude de le supposer. Elle commença à sentir la possibilité pour lui de bien finir quand même, mais il était, et serait toujours, mal assorti avec elle, et il ne devait pas songer à elle. Il remarqua qu'il avait dit assez d'Everingham,
et qu'il ferait mieux de parler d'autre chose, et revint à parler de Mansfield. Il n'aurait pu mieux choisir. C'était un sujet idéal pour attirer son attention et ses regards presque instantanément. C'était un vrai plaisir pour elle de parler ou d'entendre parler de Mansfield. Maintenant, si longtemps séparée de toute personne qui connaissait l'endroit, elle sentit si bien que c'était la voix d'un ami qui en parlait et ouvrait la voie à ses exclamations enthousiastes pour célébrer sa beauté et son confort, et par son honorable tribut à tous ses habitants, lui permettait de satisfaire son propre cœur dans les plus chauds éloges, en parlant de son oncle comme de quelqu'un d'habile et de bon, et de sa tante comme ayant le plus doux de tous les doux caractères. Il était lui-même très attaché à Mansfield. Il disait ainsi. Il espérait y passer une très grosse partie de son temps, et dans le voisinage. Il comptait surtout sur un été et un automne très heureux cette année. Il sentait que cela serait. Il comptait dessus. Un été et automne bien meilleurs que les derniers, tout aussi animés, des dîners mondains, mais dans des circonstances très supérieures. Mansfield, Sotherton, Thornton Lacey, continua-t-il. Quelle société sera réunie dans ces maisons? Et à la Saint-Michel, peut-être, une quatrième pourra y être jointe, quelques petits pavillons de chasse dans le voisinage de ces lieux si chers. Quant à une association dans Thornton Lacey, comme Edmond Bertram le proposa un jour avec bonne humeur, j'espère prévoir deux excellentes et irrésistibles objections à ce plan. Fanny fut doublement réduite au silence ici. Quoique, quand le moment fut passé, elle put regretter de ne pas s'être forcée à admettre qu'elle avait compris la moitié de son allusion, et de ne pas l'avoir encouragée de dire quelque chose de plus de sa sœur et d'Edmond. C'était un sujet dont elle devait apprendre à parler, et sa faiblesse, qui le lui faisait éviter, deviendrait bientôt impardonnable. Lorsque M. Price et son ami eurent vu tout ce qu'ils désiraient, les autres étaient prêts à retourner, et sur le chemin du retour, M. Crawford s'arrangea pour être seul un instant avec Fanny, et lui dire quel était l'unique objet de son séjour à Portsmouth, qu'il était venu pour un jour ou deux, rien que pour la voir, et parce qu'il ne pouvait pas supporter plus longtemps une séparation totale. Elle regrettait beaucoup. Et cependant, malgré cela, et les 2 ou 3 choses qu'elle eût préféré ne pas lui entendre dire, elle le trouvait bien mieux depuis qu'elle l'avait vu. Il était plus gentil, plus obligeant, et plus attentif aux sentiments des autres qu'il n'avait jamais été à Mansfield. Elle ne l'avait jamais vu aussi agréable, si près d'être agréable. Sa conduite envers son père ne pouvait pas la blesser, et il y avait quelque chose de très aimable et de très naturel dans l'attention qu'il donnait à Suzanne. Il avait décidément fait des progrès. Elle aurait voulu que le lendemain fût loin, qu'il ne fût venu que pour un jour, mais elle n'avait pas été aussi mal qu'elle aurait pu le craindre, et le plaisir de parler de Mansfield était si grand. Avant de se séparer, elle avait à le remercier pour un autre plaisir qui n'était pas négligeable. Son père lui demanda de faire l'honneur de venir manger du mouton avec lui, et Fanny n'eut que le temps d'éprouver un frémissement d'horreur avant qu'il ne se déclarât empêché par une invitation antérieure. Il avait pris un engagement tant pour le dîner de ce jour que pour celui du lendemain. Il avait rencontré à la Crown quelques connaissances. Il aurait l'honneur, cependant, de les attendre de nouveau le lendemain matin, et ainsi, ils se quittèrent, Fanny étant fort heureuse d'avoir échappé à un tel désastre. L'avoir vu prendre part à leur dîner et remarquer tous leurs défauts eût été terrible. La cuisine et le service de Rebecca, la façon sans gêne de Betsy de manger à table et de tout disperser en faisant son choix étaient des choses auxquelles Fanny elle-même n'était pas assez habituée pour que le repas ne lui fût pas intolérable. Chapitre 11. Les Price étaient juste occupés à se mettre en route pour l'église le lendemain matin, lorsque M. Crawford réapparut. Il arrivait, non pour les arrêter, mais pour se joindre à eux. On l'invita à aller avec eux à la chapelle de la garnison, ce qui était également son intention. Ils y furent donc tous ensemble. La famille était toute à son avantage.
La nature ne lui avait pas refusé une part considérable de beauté, et chaque dimanche les mettait dans leur plus propre aspect et dans leurs meilleurs habits. Le dimanche donnait toujours ce réconfort à Fanny, et ce dimanche-ci, elle l'appréciait plus que jamais. Sa pauvre mère ne semblait pas si indigne maintenant d'être la sœur de Lady Bertram, et elle avait souvent mal au cœur en songeant au contraste entre les deux. De penser que là où la nature avait fait si peu de distinction, les circonstances en avaient fait de si grandes, et que sa mère, aussi élégante que Lady Bertram, et sa cadette de quelques années, avait une apparence bien plus fatiguée, une apparence fanée, délaissée, peu soignée, si usée. Mais le dimanche la transformait en une Madame Price très estimable et assez gaie, venant à la tête d'une belle famille d'enfants, quittant pour un moment ses soucis de la semaine, et seulement démontée en voyant ses garçons s'exposer à quelque danger, ou Rebecca passer avec une fleur à son chapeau. À la chapelle, ils furent obligés de se séparer, mais M. Crawford manœuvra pour ne pas être séparé des dames. Et après le service, il les accompagna et ajouta une unité au groupe familial sur les remparts. Madame Price faisait sa promenade hebdomadaire sur les remparts tous les dimanches quand il faisait beau, en allant aussitôt après l'office du matin et restant jusqu'à l'heure du dîner. Elle rencontrait là des connaissances, apprenait des nouvelles, parlait des défauts des servantes de Portsmouth et se montait l'esprit pour les 6 jours suivants. C'est là qu'ils allèrent maintenant. M. Crawford, plus qu'heureux de se charger spécialement des mademoiselles Price, et avant longtemps, de l'une ou de l'autre façon, on ne pouvait dire comment. Fanny n'aurait pas pu le croire, mais ils se promenaient entre elles avec un bras de chacune sous le sien, et elle ne voyait pas le moyen de prévenir la chose ou d'y mettre un terme. Cela la dérangea un moment, mais il y avait quand même des réjouissances en vue pour la journée et qui seraient appréciées. La journée était extraordinairement belle. C'était le mois de mars, mais c'était avril, avec son air tiède, son vent vif et doux, son clair soleil, parfois un instant volé. Et tout semblait si beau sous le reflet d'un tel ciel, les effets des ombres se pourchassant sur les bateaux à Spithead et les îles plus loin, avec les nuances toujours variées de la mer, maintenant à marée haute, dansant en liesse et se brisant contre les remparts avec une telle sonorité, produisirent une telle combinaison de charme pour Fanny, à la rendre presque indifférente aux circonstances dans lesquelles elle les ressentait. Oui, si elle n'avait pas eu l'appui de son bras, elle sentait qu'elle en aurait eu besoin bientôt, car il lui fallait des forces pour une pareille promenade de 2 heures, venant, comme habituellement, après une semaine d'inactivité préalable. Fanny commençait à sentir l'effet d'être privée de son exercice habituel et régulier. Elle avait perdu de sa santé depuis qu'elle était à Portsmouth, et sans M. Crawford et l'excellence du temps, elle aurait déjà été éreintée. Lui sentait comme elle le charme du jour et du paysage. Souvent, il s'arrêtait avec les mêmes sentiments et les mêmes goûts, s'adossant au rempart pendant quelques minutes pour regarder et admirer. Et même en considérant qu'il ne valait pas Edmond, Fanny ne put que reconnaître qu'il était assez sensible au charme de la nature et très capable d'exprimer son admiration. Elle avait de temps en temps quelques tendres rêveries, dont il profitait parfois pour regarder sa figure sans qu'elle le remarquât. Et le résultat de ses regards était que, quoique aussi fascinante que jamais, sa figure était moins épanouie qu'elle n'aurait dû être. Elle disait qu'elle se portait très bien, et il n'aimait pas supposer le contraire. Mais pour tout résumer, il était convaincu que sa résidence actuelle manquait de confort et que pour cela, elle ne pouvait lui être salutaire. Et il se préoccupait de la voir de nouveau à Mansfield, où son bonheur à elle, et le sien en la voyant, devait être d'autant plus grand. « Vous avez été ici tout un mois, je crois, dit-il. « Non, pas tout un mois. Il n'y aura que 4 semaines demain que j'ai quitté Mansfield. » Vous êtes un calculateur très précis et honnête. J'appellerais ça un mois. Je ne suis pas arrivée ici avant le jeudi soir. Et c'est une visite qui doit durer 2 mois, n'est-ce pas? Oui. Mon oncle a parlé de 2 mois. Je ne crois pas que ce sera moins. Et comment allez-vous retourner?
Qui vient vous reprendre ? Je ne sais pas. Je n'ai rien entendu. Ma tante ne m'a encore rien appris à ce sujet. Peut-être devrais-je rester plus longtemps. Il se peut que je ne sois pas reconduite là-bas. Après un moment de réflexion, M. Crawford répliqua. Je connais Mansfield, ses habitudes. Je connais ses fautes envers vous. Je connais le danger d'être si longtemps oublié, de voir votre bien-être sacrifié aux commodités imaginaires de chacun des membres de la famille. Je me rends compte que vous pouvez être laissé ici, semaine après semaine, si Sir Thomas ne sait pas tout régler pour venir lui-même, ou pour vous envoyer la servante de votre tante, sans que cela entraîne le moindre changement dans les dispositions qui peuvent avoir été arrêtées pour tout un prochain trimestre. Non, cela ne va pas. 2 mois, c'est une large concession. J'estime que 6 semaines suffisent amplement. J'ai en vue la santé de votre sœur, dit-il, en s'adressant à Suzanne, pour laquelle le séjour à Portsmouth est, je crois, défavorable. Quand vous la connaîtrez aussi bien que moi, vous serez d'accord avec moi. Elle ne devrait jamais être longtemps éloignée de l'air et de la liberté de la campagne. Si pour cela, il s'adressait de nouveau à Fanny, vous vous sentez devenir indisposée et que des difficultés s'opposent à votre retour à Mansfield, avant d'attendre la fin des 2 mois, cela ne doit pas être considéré comme ayant la moindre importance. Si vous vous trouvez vous-même moins forte ou moins bien qu'habituellement, faites-le savoir à ma sœur. Faites-lui le moindre signe. Elle et moi nous viendrons aussitôt et vous reconduirons à Mansfield. Vous savez avec quelle facilité et quel plaisir cela sera fait. Vous savez tout ce qui serait ressenti en cette occasion. Fanny le remercia, mais tâcha d'en rire. « Je suis parfaitement sérieux, » répliqua-t-il, « comme vous le savez parfaitement. Et j'espère que vous n'allez pas cruellement cacher toute tendance à l'indisposition. En effet, vous ne serez pas à même, cela ne sera pas en votre pouvoir, car aussi longtemps que vous dites positivement dans chaque lettre à Mary « Je suis bien » et « Je sais que vous ne savez dire ni écrire aucun mensonge », vous serez considérée comme bien portante. Fanny le remercia de nouveau, mais était affectée et affligée à un degré tel qu'elle ne put dire grand-chose, ou bien même savoir ce qu'elle devait dire. Ceci était vers la fin de la promenade. Il les accompagna jusqu'au bout et ne les quitta qu'à la porte de leur propre maison, quand il sut qu'ils allaient dîner, en prétendant qu'on l'attendait ailleurs. « Je voudrais que vous soyez moins fatiguée, » dit-il, retenant Fanny après que tous les autres fussent entrés dans la maison. « J'aurais souhaité vous quitter en meilleure santé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous en ville ? J'ai comme l'idée de retourner bientôt dans le Norfolk. Je ne suis pas content de Madison. Je suis certain qu'il songe encore à m'imposer ses vues et à placer un cousin à lui dans un certain moulin que je destine à quelqu'un d'autre. Je dois arriver à un accord avec lui. Je veux lui faire savoir que je ne veux pas être dupé dans le sud d'Everingham, pas plus que dans le nord, que je veux être le maître de mon propre domaine. Je n'ai pas été assez explicite avec lui jusqu'ici. Le mal qu'un homme pareil cause à un domaine, tant à la réputation qu'au bien-être des pauvres, est inconcevable. J'ai une grande envie de retourner dans le Norfolk directement, et de mettre immédiatement tout sur pied, de façon à ce qu'on ne puisse plus changer après. Madison est un malin, je ne veux pas le déplacer. À condition qu'il n'essaye pas de me déplacer, moi. Mais il serait simple d'être dupé par un homme qui n'a aucun droit de créancier pour me duper. Et pis que simple de lui laisser me donner comme fermier un homme au cœur dur, un grippe-sou, au lieu d'un honnête homme à qui j'ai déjà donné à moitié ma parole. Ne serait-ce pas pis que simple ? Irais-je ? Que me conseillez-vous ? Je vous le conseille. Vous savez bien ce qu'il faut faire. Oui. Quand vous me donnez votre avis, je sais toujours ce qui est bien. Votre jugement me sert de règle. Oh non, ne parlez pas ainsi. Nous trouvons tous un guide en nous, et si nous voulions y prêter attention, meilleur que n'importe quelle autre personne. Au revoir, je vous souhaite un agréable voyage demain. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous en ville ? Rien. Je vous suis très obligée. Aucun message pour personne.
Mes amitiés à votre sœur, s'il vous plaît. Et quand vous voyez mon cousin Edmond, je voudrais que vous ayez la bonté de dire que je suppose que j'aurai bientôt de ses nouvelles. Certes. Et s'il est paresseux ou négligent, je vous écrirai ses excuses, moi-même. Il ne put rien dire de plus, car Fanny ne pouvait pas plus longtemps être retenue. Il serra sa main, la regarda et partit. Il s'en alla pour faire passer comme il le pourrait les 3 prochaines heures avec son autre connaissance, jusqu'à ce que le meilleur dîner qu'une auberge principale pouvait leur offrir fût prêt, à leur grand plaisir. Et Fanny s'en fut prendre immédiatement son simple repas. Leur nourriture en général était très différente, et s'il avait pu se douter des autres choses, outre l'exercice, dont elle devait se priver dans la maison de son père, il aurait été étonné de n'en pas voir sa mine plus affectée qu'elle ne lui avait paru. Elle était si peu habituée au pudding et au hachis, tous servis dans des plats à moitié propres et avec des fourchettes et des couteaux moins qu'à moitié propres, que bien souvent, elle était contrainte de différer son meilleur repas jusqu'à ce qu'elle puisse envoyer le soir ses frères chercher des biscuits et des brioches. Après avoir été élevée à Mansfield, il était trop tard pour se durcir encore au régime de Portsmouth. Et quoique Sir Thomas, s'il avait tout su, eût pu croire sa nièce en bonne voie de mourir de faim, tant d'esprit que de corps, bien mieux disposés à estimer à leur juste valeur la bonne compagnie et la fortune de M. Crawford, il aurait craint probablement de pousser plus loin l'expérience, de peur qu'elle ne puisse mourir sous l'effet de la cure. Fanny fut découragée tout le restant du jour. Quoique assez sûre de ne plus revoir M. Crawford, elle ne pouvait s'empêcher d'être déprimée. C'était quand même se séparer de quelqu'un qui était un ami. Et quoique d'un côté heureuse de l'avoir vu partir, il lui semblait être maintenant abandonné par tout le monde. C'était comme une nouvelle séparation de Mansfield. Et elle ne pouvait pas songer à son retour en ville et à ses contacts avec Mary et Edmond sans avoir des sentiments si proches de l'envie, qu'elle se détesta de les avoir. Son découragement ne trouvait aucune dérivation dans tout ce qui se passait autour d'elle. Un ami ou deux de son père, comme il arrivait toujours qu'il n'était pas avec eux, passait la longue soirée là. Et de 6 à 9h30, le bruit ne cessait pas, et les grogs succédaient aux grogs. Elle était très abattue. Le magnifique changement qu'elle imaginait toujours être survenu chez M. Crawford fut encore la chose la plus apte à lui donner un peu de réconfort dans le cours de ses pensées. Ne considérant pas dans quel milieu tout différent elle venait de le voir, ni tout ce qui était attribuable au contraste, elle était bien persuadée qu'il était devenu beaucoup plus gentil et plus attentif aux autres qu'auparavant. Et s'il en était ainsi dans les petites choses, n'était-ce pas ainsi non plus dans les grandes choses? Si anxieux pour sa santé et son bien-être, si sensible qu'il se fût montré maintenant et semblait être réellement, ne pouvait-on raisonnablement espérer qu'il ne persévérerait pas plus longtemps dans une entreprise aussi pénible pour elle? Chapitre 12. Il fut présumé que M. Crawford était sur le chemin du retour pour Londres le lendemain, car on ne le vit plus chez M. Price, et 2 jours plus tard, ce fut un fait confirmé à Fanny par la lettre suivante de la sœur de celui-ci, ouverte et lue par elle, pour un autre motif, avec la plus grande anxiété et curiosité. J'ai à vous informer, ma très chère Fanny, qu'Henri a été à Portsmouth pour vous voir, qu'il fit une charmante promenade avec vous au chantier samedi dernier, et une bien plus charmante encore le lendemain sur les remparts, quand l'air embaumé, la mer brillante, votre bonne mine et la conversation étaient tous ensemble dans la plus délicieuse harmonie, et procuraient des sensations capables de vous mettre en extase. Ceci, pour autant que je comprenne, est la substance de mon information. Il me fait écrire, mais je ne sais pas ce qu'il y a encore à communiquer, sauf la dite visite à Portsmouth, et les 2 promenades en question, et sa présentation à votre famille, surtout à une de vos jolies sœurs, une belle fille de 15 ans, qui était en votre compagnie sur les remparts, prenant, je le suppose, sa première leçon d'amour.
Je n'ai pas le temps d'écrire beaucoup, mais il serait déplacé d'en avoir, car ceci est une pure lettre d'affaires, écrite dans le but de vous donner les informations nécessaires qu'on ne peut pas remettre sans risque de faire du mal. Ma chère, chère Fanny, si je vous avais près de moi, comme je vous parlerais! Vous m'écouteriez jusqu'à en être fatigué et me donneriez des conseils jusqu'à en être encore plus fatigué. Mais il est impossible de mettre sur le papier 1/100 de ce que j'ai en tête, de sorte que je vais simplement m'abstenir et vous laisser deviner tout ce que vous voulez. Je n'ai pas de nouvelles pour vous. Vous avez une politique, évidemment, et ce serait trop mal que de vous empoisonner avec les noms de personnes et les réunions qui remplissent mon temps. J'aurais dû vous envoyer un compte-rendu de la première réception de votre cousine, mais j'étais paresseuse et maintenant, c'est depuis trop longtemps passé. Qu'il vous suffise de savoir que tout fut parfait, dans un style que n'importe laquelle de ses connaissances doit avoir été reconnaissante de voir, et que sa propre robe et ses propres manières furent tout à son honneur. Mon amie, Madame Fraser, raffolerait d'une pareille maison, et moi aussi, cela ne me rendrait pas malheureuse. Je vais chez Lady Stornoway, après Pâques. Elle semble pleine de cœur et très heureuse. Je m'imagine que Lord S est de très bonne humeur. Je ne le trouve plus si mal que je ne l'ai trouvé. Du moins voit-on pis que cela. Il ne paraîtrait pas à côté de votre cousin Edmond, de ce dernier héros, que dirais-je. Si j'évitais complètement son nom, cela serait suspect. Je veux dire alors que nous l'avons vu 2 ou 3 fois, et que mes amis ici sont très impressionnés par son air de gentleman. Monsieur Fraser, qui n'est pas un mauvais juge, déclare qu'il n'y a que 3 hommes en ville à avoir si bon aspect, et je dois confesser que lorsqu'il dîna ici l'autre jour, on ne pouvait lui opposer personne, et nous étions 16. Heureusement qu'il n'y a pas de distinction d'habits de nos jours pour raconter des histoires, mais... Votre affectionné. J'avais oublié de dire, c'était la faute d'Edmond. Je l'ai en tête plus qu'il ne faut pour me faire du bien. De vous dire une chose très importante de la part d'Henri et de moi. Je veux dire au sujet de votre retour au Northampton. Ma chère petite créature, ne restez pas à Portsmouth pour perdre votre belle mine. Ces vilaines brises de mer ruinent la beauté et la santé. Ma pauvre tante se sentait toujours atteinte lorsqu'elle se trouvait à une distance de moins de 10 milles de la mer. Ce que l'amiral, évidemment, ne voulut jamais croire, mais je sais que c'était ainsi. Je suis à votre service et à celui d'Henri, moyennant un préavis d'1 heure. J'aimerais le projet et ferais un petit tour, et vous montrerai Everingham à notre façon. Et peut-être que vous n'objecteriez rien à passer par Londres et à voir l'intérieur de Saint-Georges, à 9 Square. Seulement, tenez votre cousin Edmond loin de moi à un tel moment. Je ne désirerais pas être tentée. Quelle longue lettre! Encore un mot. Henri, je crois, a l'intention d'aller de nouveau dans le Norfolk pour quelque affaire que vous approuvez. Mais cela n'ira pas avant le milieu de la semaine prochaine, c'est-à-dire... Il ne peut être disponible avant le 14, car nous avons une réception ce soir. La valeur d'un homme comme Henri dans une telle occasion est une chose que vous ne pouvez pas concevoir. Donc, vous devez me croire sur parole. Elle est inestimable. Il verra les Rushworth, chose qui ne me déplaît pas, j'en conviens, ayant un peu de curiosité, et lui aussi, quoiqu'il ne veuille pas en convenir. Ceci était une lettre à parcourir joyeusement, à lire de propos délibérés, qui donnait matière à beaucoup de réflexions et laissait les choses dans une incertitude encore plus grande qu'avant. La seule certitude à en tirer, c'était que rien de décisif n'avait eu lieu. Edmond n'avait pas encore parlé. Ce que mademoiselle Crawford sentait réellement, comment elle comptait agir, et pourrait agir malgré ou contre sa pensée, si son attention pour elle était toujours la même qu'elle avait été avant la dernière séparation, si diminuée, elle allait encore plus diminuer, ou bien reprendre, étaient des sujets de conjecture sans fin, et à méditer ce jour-là et beaucoup de jours à venir sans arriver à une conclusion. L'idée qui revenait le plus souvent était que mademoiselle Crawford, après avoir paru calmée et ébranlée par un retour aux habitudes de Londres, se montrerait à la fin trop attachée à lui pour y renoncer.
Elle essaierait d'être plus ambitieuse que son cœur ne le lui permettait. Elle hésiterait, traînerait, poserait ses conditions, demanderait beaucoup, mais finalement accepterait. Ceci étaient les prévisions les plus fréquentes de Fanny. Une maison en ville, cela, croyait-elle, devait être impossible. Encore était-il difficile de dire ce que mademoiselle Crawford ne pourrait pas demander. Les prévisions pour son cousin devenaient de plus en plus mauvaises. La femme qui pouvait parler de lui, et ne parler que de son apparence, quel indigne attachement! Se sentir encouragée par les compliments de madame Fraser, elle qui l'avait connue intimement pendant 6 mois, Fanny était honteuse pour elle. Ces passages de la lettre qui avaient trait seulement à M. Crawford et elle-même la touchaient en comparaison, fort peu. Si M. Crawford allait dans le Norfolk avant ou après le 14 ne l'intéressait pas. Quoique tout considéré, elle pensa qu'il devrait y aller, sans délai. Que mademoiselle Crawford déplorait des efforts pour lui faire rencontrer madame Rushworth était dans sa ligne de conduite, très désobligeante et mal inspirée. Mais elle espérait que lui ne serait pas poussé par une curiosité aussi dégradante. Il n'admettait pas de tels mobiles, et sa sœur aurait pu lui reconnaître de meilleurs sentiments que les siens. Elle était encore plus impatiente de recevoir une autre lettre de Londres, après avoir reçu celle-ci, qu'elle ne l'avait été pour la première. Et pendant quelques jours, elle fut si démontée par tout ceci, par ce qui allait encore se produire, et pourrait se produire, que ses conversations et lectures habituelles avec Suzanne étaient presque suspendues. Elle ne pouvait pas concentrer son attention comme elle le voulait. Si M. Crawford rappelait son message à son cousin, elle pensait que ce serait probable, même très probable, qu'il lui écrivît en tout cas. Cela serait en harmonie parfaite avec sa gentillesse habituelle, et tant qu'elle ne se débarrassa pas de cette idée, tant qu'elle ne l'effaça pas de son esprit, aucune lettre n'arrivant dans un laps de temps de 3 ou 4 jours, elle se trouva dans un état très agité et très inquiet. Finalement, elle connut une sorte d'apaisement. L'incertitude devait être supportée. Elle ne pouvait pas lui permettre de l'épuiser et de la rendre inutile. Le temps fit quelque chose, ses propres efforts un peu plus, et elle recommença à se consacrer à Suzanne, chez qui elle éveilla le même intérêt. Suzanne commençait à s'attacher fort à elle, et bien qu'elle n'éprouvât aucune des joies précoces que Fanny avait si fortement ressenties à la lecture des livres, avec beaucoup moins de disposition pour des occupations sédentaires, ou pour apprendre, pour le plaisir d'apprendre, elle avait un désir si fort de ne pas paraître ignorante, jusqu'à faire d'elle, avec une intelligence claire, une élève très attentive, utile et reconnaissante. Fanny était son oracle. Les explications et remarques de Fanny étaient une importante ajoute à chaque essai, ou chaque chapitre de l'histoire. Ce que Fanny lui racontait des temps révolus lui restait mieux dans l'esprit que les pages de Goldsmith. Et elle fit à sa sœur le compliment de préférer son style à celui de n'importe quel auteur imprimé. L'habitude précoce de lire lui faisait défaut. Leur conversation, toutefois, n'allait pas toujours à des sujets aussi élevés que l'histoire ou la morale. D'autres venaient à leur heure, et de tous les sujets mineurs, aucun ne revenait aussi souvent, ni n'était si longtemps discuté entre elles que Mansfield Park, une description de ses habitants, de ses mœurs, de ses amusements, de ses façons d'être. Suzanne, qui avait un goût inné pour ce qui était élégant et de qualité, était impatiente d'entendre, et Fanny ne pouvait que se complaire à s'étendre sur un thème aussi cher. Elle espérait que ce n'était pas un tort. Quoiqu'après un certain temps, la très grande admiration de Suzanne pour tout ce qui se disait ou se faisait dans la maison de son oncle et son profond désir d'aller dans le Northamptonshire semblassent presque la blâmer pour éveiller des désirs qui ne pouvaient être satisfaits. La pauvre Suzanne était à peine mieux appropriée à la vie de la maison que ne l'était sa sœur aînée, et quand Fanny en vint à comprendre ceci, elle commença à sentir que quand viendrait sa propre délivrance de Portsmouth, son bonheur subirait une sérieuse atteinte parce qu'elle laisserait Suzanne derrière elle. Qu'une fille si apte à être rendue tout à fait bonne fût abandonnée entre de telles mains, la peinait de plus en plus. Si elle pouvait avoir une maison pour l'inviter aussi,
Quelle bénédiction ne serait-ce pas? Et s'il avait été possible pour elle de répondre aux sentiments de M. Crawford, la probabilité de voir celui-ci très loin d'objecter à une telle mesure aurait été pour elle le plus grand surcroît de joie. Elle lui croyait vraiment un bon caractère, et pouvait aisément le voir donner avec plaisir son approbation à une telle proposition. Chapitre 13. 7 semaines des 2 mois étaient presque révolues, quand l'unique lettre, la lettre d'Edmond, si longtemps attendue, fut mise entre les mains de Fanny. Quand elle l'ouvrit et vit sa longueur, elle se prépara à lire une relation détaillée de bonheur, une profusion d'amour et de louanges envers la créature fortunée qui maintenant présidait à son sort. Voici le texte. Mansfield Park. Ma chère Fanny, excusez-moi de ne pas vous avoir écrit plus tôt. Crawford m'a dit que vous aimeriez avoir de mes nouvelles, mais je trouvais qu'il m'était impossible de vous écrire de Londres et me persuadais que vous comprendriez mon silence. Si j'avais pu envoyer quelques lignes heureuses, elles ne se seraient pas fait désirer. Mais je n'ai jamais pu vous envoyer ces quelques lignes. Je suis retournée à Mansfield dans un état moins certain que je ne l'ai quitté. Mes espoirs sont beaucoup plus faibles. Vous le savez sans doute déjà. Aussi chère que vous êtes à mademoiselle Crawford, il n'est que tout naturel qu'elle vous parle assez de ses propres sentiments pour vous éclairer sur les miens. Je ne serais pas empêchée, cependant, de faire ma propre communication. Nos confidences ne doivent pas entrer en conflit. Je ne pose pas de questions. Il y a quelque chose d'apaisant dans l'idée que nous avons le même ami, et que quelles que soient les malheureuses divergences d'opinion qui puissent exister entre nous, nous sommes unis dans notre amour commun pour vous. Ce sera une consolation pour moi de vous dire mes plans présents, si je puis dire que j'en ai. Je suis revenue depuis samedi. J'ai été 3 semaines à Londres et je l'ai vu très souvent. J'ai reçu des Fraser toutes les attentions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre. Je puis dire que je n'étais pas raisonnable, en apportant avec moi les mêmes espoirs de rapports semblables en tout à ceux de Mansfield. Si elle avait été différente quand je l'ai rencontrée, je ne me serais pas plaint. Mais dès le début, elle était autre. Ma première réception fut si différente de tout ce que j'espérais que j'avais presque résolu de quitter de nouveau Londres directement. Je ne dois pas donner de détails. Vous connaissez les points faibles de son caractère et pouvez imaginer les sentiments et expressions qui me torturaient. Elle était pleine d'entrain, et entourée par ceux qui soutenaient de toute leur mauvaise influence son esprit déjà trop vif. Je n'aime pas madame Fraser. C'est une femme au cœur froid, vaine, qui s'est mariée uniquement par intérêt. Et quoique manifestement malheureuse dans son mariage, qui attribue son désappointement non à un défaut de jugement ou de caractère, mais à ce qu'elle a moins d'opulence que beaucoup de ses connaissances, et surtout que sa sœur Lady Stornoway. Elle est le partisan déterminé de tout ce qui est vénal et ambitieux, pourvu que ce le soit assez. Je considère que son intimité avec ses 2 sœurs est le plus grand malheur de sa vie et de la mienne. Elles l'ont égarée pendant des années. Si elle pouvait être détachée d'elle, parfois, je ne désespère pas, car l'affection me semble surtout venir d'elle. Elles tiennent beaucoup à elle, mais j'en suis sûre, elle ne les aime pas comme elle vous aime vous. Quand je songe combien elle vous est attachée, en effet, et que je pense à toute sa conduite sensée et droite, elle apparaît comme une créature toute différente, capable de tout ce qui est noble, et je suis prête à me blâmer moi-même si je parlais d'elle trop durement, sur un ton larmoyant. Je ne puis y renoncer, Fanny. Elle est la seule femme au monde à laquelle je puis songer comme épouse. Si je ne croyais pas qu'elle a quelque considération pour moi, certainement, je ne dirais pas ceci. Mais je le crois. Je suis convaincue qu'elle n'est pas sans une préférence marquée. Je ne jalouse personne. C'est de son influence mondaine que, somme toute, je suis jaloux. Ce sont les habitudes de luxe que je crains.
Ces idées ne vont pas au-delà de ce que sa propre fortune pourrait justifier, mais elles sont au-dessus de ce que nos revenus pourraient permettre. Là aussi, il y a du réconfort. Je pourrais mieux supporter l'idée de la perdre à cause de ma pauvreté qu'à cause de ma profession. Cela prouverait que son affection n'est pas à la hauteur des sacrifices, qu'en fait, je suis à peine justifiée à demander quelque chose. Et si je suis évincée, cela, je crois, sera l'honnête motif. Ces préjugés ne sont plus aussi forts qu'ils ne l'étaient. Vous avez mes pensées, exactement comme elles se présentent, ma chère Fanny. Peut-être sont-elles parfois contradictoires, mais elles n'en donnent pas moins un tableau fidèle de mon esprit. Ayant commencé, c'est un vrai plaisir pour moi de vous raconter tout ce que je sens. Je ne sais pas y renoncer. Liés comme nous le sommes déjà, et comme j'espère que nous le serons, renoncer à Mary Crawford serait renoncer à la société de certains êtres qui me sont les plus chers, à me bannir de ces maisons et de ces amis, où pour toute autre détresse, j'irais m'adresser pour être consolée. La perte de Mary comprendrait inévitablement, pour moi, la perte de Crawford et de Fanny. Si c'était chose décidée, si le refus était certain, j'espère que je saurais comment le supporter et comment je tâcherais d'affaiblir l'emprise qu'elle a sur mon cœur, et au bout de quelques années, mais j'écris des bêtises, si j'étais refusée, j'aurais à le supporter, et je ne pourrais jamais cesser de chercher à la gagner. Cela, c'est la vérité. La seule question est comment? Quels sont les moyens les plus appropriés? J'ai parfois songé à aller à Londres après Pâques, et puis j'ai décidé de ne rien faire jusqu'à ce qu'elle retourne à Mansfield. Même maintenant, elle parle avec plaisir d'être à Mansfield en juin. Mais juin, c'est bien loin encore, et je crois que je lui écrirai. Je me suis presque décidée à m'expliquer par lettre. Être fixée bientôt est un point important. Mon état présent est bien ennuyeux. Tout bien considéré, je crois qu'une lettre sera décidément la meilleure façon de m'expliquer. Je serai en état d'écrire beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire, et lui donnerai du temps pour réfléchir avant qu'elle ne prenne une décision au sujet de sa réponse. Et je suis moins effrayée du résultat de la réflexion que d'une impulsion immédiate et hâtive. Le plus grand danger résulterait d'une consultation de madame Fraser, alors que je suis loin, incapable de plaider ma propre cause. Une lettre m'expose à tous les dangers d'une consultation, et où l'esprit hésite sur la meilleure décision. Un conseiller peut, en un moment malheureux, l'amener à faire ce qu'il pourrait regretter plus tard. Je dois réfléchir un instant sur ceci. Cette longue lettre, pleine de mes propres soucis, suffira à fatiguer même l'amitié d'une Fanny. La dernière fois que j'ai vu M. Crawford, c'était à la réception chez Mme Fraser. Je suis de plus en plus heureux de tout ce que je vois et entends dire de lui. Il n'y a pas chez lui l'ombre d'une hésitation. Il connaît à fond son propre esprit et agit quand il a pris une résolution. C'est une inestimable qualité. Je ne pouvais pas le voir avec ma sœur aînée, dans la même chambre, sans me souvenir de ce que vous m'avez dit un jour, et je reconnais qu'ils ne se rencontrèrent point en amis. Il y avait chez elle de la froideur marquée. C'est à peine s'ils parlèrent. Je le vis se retirer, surpris, et je regrettais que madame Rushworth gardât encore de la rancune pour un soi-disant manque d'égard envers mademoiselle Bertram. Vous désiriez connaître quel degré de bonheur Maria donne comme épouse? Il n'y a pas d'apparence qu'il soit malheureux. J'espère qu'il s'accorde bien. J'ai dîné 2 fois à Wimpole Street et aurais pu y aller plus souvent, mais c'est mortifiant de devoir être avec Rushworth comme avec un frère. Julia semble être tout à fait enchantée de Londres. J'avais peu de joie là-bas, mais j'en ai moins ici. Nous ne sommes pas une compagnie vivante ici. Tous, nous vous désirons beaucoup. Vous me manquez plus que je ne puis vous le dire. Ma mère veut que je vous transmette toute son affection et espère avoir de vos nouvelles sous peu. Elle parle de vous presque à chaque heure, et je suis triste de songer qu'elle devra sans doute se passer de vous pendant plusieurs semaines encore. Mon père compte venir vous prendre lui-même.
mais ce ne sera qu'après Pâques, quand il aura affaire en ville. Vous êtes heureuse à Portsmouth, j'espère. Mais votre séjour là-bas ne doit pas être annuel. Je vous désire à la maison, de façon à prendre votre avis au sujet de Thornton Lacey. Je n'ai pas grande envie d'y apporter des améliorations considérables si le domaine n'aura jamais une maîtresse. Je pense que je vais certainement écrire. Il est tout à fait décidé que les Grant vont à Bath. Ils quittent Mansfield lundi. Je m'en réjouis. Je ne suis pas assurée que cela intéresse quelqu'un, mais votre tante semble sentir qu'il est malheureux pour elle qu'un tel chapitre des nouvelles de Mansfield échoua à ma plume, au lieu de la sienne. Toujours vôtre, ma très chère Fanny. Non, jamais plus. Non, certainement jamais. Je ne désirerais recevoir encore une lettre, fut la secrète déclaration de Fanny en finissant celle-ci. Pourquoi n'apporte-t-elle que mécompte et chagrin? Pas avant Pâques. Comment vais-je le supporter? Et ma pauvre tante parlant de moi à chaque heure. Fanny réagit contre la tendance de ses pensées autant qu'elle le put, mais elle était bien près de croire que Sir Thomas était très désobligeant, tant pour elle que pour sa tante. Quant à l'objet principal de la lettre, il n'y avait là rien de nature à calmer son irritation. Elle était presque tourmentée par l'indignation et la colère qu'elle éprouvait contre Edmond. « À quoi bon ce délai ?» se dit-elle. « Pourquoi l'affaire n'est-elle pas solutionnée? Il est aveuglé et rien n'ouvrira ses yeux. Et rien ne pourra les lui ouvrir, après qu'il ait eu l'évidence devant lui, si longtemps, et en vain. Il l'épousera, et sera pauvre et misérable. Que Dieu fasse que son influence ne le rende pas indigne de respect. » Elle parcourut de nouveau la lettre. Tellement attachée à moi. Bêtise que tout cela. Elle n'aime personne sauf elle-même et son frère. Ses amis l'égarant pendant des années. C'est tout aussi bien elle qui peut avoir égaré ses amis. Elles se sont évidemment toutes gâtées l'une l'autre. Mais si elles tiennent plus à elle qu'elle à eux, elle a été probablement la moins atteinte, sauf par leur flatterie. La seule femme au monde à laquelle il pouvait songer comme épouse. Cela, je le crois fermement. Accepté ou rejeté, son cœur est lié à elle pour toujours. La perte de Mary. Je dois la considérer comme la perte de Crawford et de Fanny. Edmond, vous ne me connaissez pas. Les familles ne seraient jamais unies si vous ne les unissiez pas. Oh, écrivez, écrivez, finissez-en tout de suite, qu'il y ait une fin à cette incertitude. Décidez, agissez, condamnez vous-même. De tels sentiments étaient cependant trop proches du ressentiment pour guider longtemps les monologues de Fanny. Elle fut bientôt plus attendrie et attristée. Son chaud respect, ses gentilles expressions, ses confidences la touchaient profondément. Il n'était que trop bon pour tout le monde. C'était une lettre qu'elle aurait payée n'importe quel prix et qui ne pouvait jamais être assez estimée. Et telle en était la conclusion. Toute personne qui a à écrire des lettres sans avoir beaucoup à dire, ce qui s'applique à presque tout le monde féminin, doit sympathiser avec Lady Bertram pour sa malchance de connaître une nouvelle aussi extraordinaire à Mansfield. Comme la certitude du départ des Grant à Bath, à un moment où elle ne pouvait en tirer aucun avantage, et doit admettre que ce fut mortifiant pour elle de l'avoir tombé en partage à son fils ingrat et traité avec autant de concision que possible à la fin d'une longue lettre, au lieu de l'avoir à développer sur presque toute une page à elle. Car quoique Lady Bertram brillât plutôt dans l'art épistolaire, ayant au début de son mariage, par le désir d'avoir une occupation et grâce au fait que Sir Thomas faisait partie du Parlement, appris à gagner et conserver des correspondants, et à se former un style très estimable, banal et prolixe, de sorte qu'une toute petite nouvelle lui suffisait. Elle ne pouvait cependant pas n'en avoir aucune. Il lui fallait un sujet pour écrire, même à sa nièce. Et étant sur le point de perdre bientôt les symptômes de goutte du docteur Grant et les visites matinales de madame Grant, il était très dur pour elle d'être privée d'une source d'inspiration épistolaire. Il y eut cependant une riche compensation en vue pour elle. L'heure où la chance sourit à madame Bertram vint. Quelques jours après l'arrivée de la lettre d'Edmond,
Fanny en reçut une de sa tante, qui débutait ainsi. « Ma chère Fanny, je prends ma plume pour te faire savoir une nouvelle très alarmante, qui ne manquera pas de te préoccuper très fort. » Ceci valait mieux que de devoir saisir la plume pour l'informer de tous les détails du voyage que les Grant avaient l'intention de faire, car la nouvelle actuelle était de nature à promettre de l'occupation à sa plume pour longtemps, n'étant rien de moins que la maladie dangereuse de son fils aîné, dont ils avaient eu connaissance par un message quelques heures auparavant. Tom était parti de Londres avec une compagnie de jeunes gens à Newmarket, où une chute négligée et d'abondantes libations avaient provoqué la fièvre, et quand la compagnie se dispersa, incapable de se mouvoir, il avait été abandonné dans la maison d'un de ces jeunes gens, à la maladie, à la solitude et aux soins des seuls domestiques. Au lieu d'être assez vite remis pour suivre ses amis, comme il l'avait espéré alors, ses troubles augmentèrent considérablement, et il se crut bientôt assez malade pour être de l'avis de son médecin et envoya une lettre à Mansfield. « Cette triste nouvelle, comme vous pouvez le supposer, observait Lady Bertram après l'avoir annoncée, nous a jetés dans une grande agitation, et nous ne pouvons nous empêcher d'être très inquiets et pleins d'appréhension pour le pauvre malade, dont l'état, craint Sir Thomas, peut être très critique. Et Edmond propose gentiment de soigner son frère immédiatement. Mais je suis heureuse d'ajouter que Sir Thomas ne m'abandonnera pas dans ces tristes circonstances, car ce serait trop pénible pour moi. Edmond manquera grandement à notre petit cercle, mais je compte et j'espère qu'il trouvera le pauvre malade dans un état moins alarmant qu'on ait pu le craindre, et qu'il pourra le transporter bientôt à Mansfield, ce que Sir Thomas propose de faire et estime à tous les points de vue le mieux. Et j'ose croire que le pauvre malade pourra bientôt supporter le transfert sans graves inconvénients. Comme je ne doute pas de vos sentiments envers nous, ma chère Fanny, dans ces tristes circonstances, j'écrirai de nouveau, bientôt. En l'occurrence, les sentiments de Fanny étaient considérablement plus chaleureux et plus sincères que le style de sa tante. Elle sympathisait vivement, avec tous. Tom dangereusement malade, Edmond parti pour le soigner, et la triste petite compagnie qui restait à Mansfield était des préoccupations à exclure toutes les autres, ou presque toutes les autres. Elle pouvait trouver tout juste assez d'égoïsme pour se demander si Edmond avait écrit à mademoiselle Crawford avant que cet appel ne vienne, mais aucun sentiment qui n'était pas de pure affection et d'anxiété désintéressée ne put longtemps rester en elle. Sa tante ne l'oublia pas. Elle écrivit, lettre sur lettre. Il recevait souvent des nouvelles d'Edmond, et ses relations étaient régulièrement transmises à Fanny dans le même style diffus et le même mélange de confiance, d'espoir, de crainte, se succédant et se présentant au gré du hasard. C'était une espèce de jeu qui consistait à s'effrayer. Les souffrances que Lady Bertram ne voyait pas avaient peu d'effet sur son imagination, et elle parlait bien tranquillement d'agitation, d'anxiété, de pauvres malades, jusqu'à ce que Tom fût transporté à Mansfield et que ses propres yeux eussent vu combien il avait changé. Alors, une lettre qu'elle avait déjà préparée précédemment pour Fanny fut terminée dans un style différent, avec des vrais sentiments et de l'anxiété. Elle écrivit, comme elle aurait parlé. « Il vient d'arriver, ma chère Fanny, et on l'a monté, et je suis si émue de le voir que je ne sais que faire. Je suis sûre qu'il est très malade. Pauvre Tom. Je suis navrée pour lui, et très effrayée, de même que Sir Thomas, et que je serais heureuse si vous étiez ici pour me soutenir. Mais Sir Thomas espère qu'il sera mieux demain, et dit que nous devons tenir compte des effets du voyage. » La vraie sollicitude maintenant réveillée dans le sein maternel ne se calma pas vite. L'extrême impatience que manifestait Tom d'être transporté à Mansfield et de goûter ce bien-être de la maison et de la famille dont il avait fait peu de cas quand il était en bonne santé, avait probablement provoqué un transfert prématuré, et il en résulta un retour de fièvre. Pendant une semaine, son aspect fut des plus alarmants.
Tous étaient sérieusement effrayés. Lady Bertram racontait ses terreurs journalières à sa nièce, dont on pouvait dire, maintenant, qu'elle se nourrissait de lettres, et qu'elle partageait son temps à souffrir de celles qu'elle recevait aujourd'hui, et à appréhender celles du lendemain. Sans la moindre affection particulière pour l'aîné de ses cousins, son cœur tendre lui faisait sentir qu'elle ne pouvait pas se passer de lui. Et la pureté de ses principes y ajoutait encore une plus vive sollicitude. Quand elle considérait combien peu sa vie avait été utile, et qu'elle avait été sans un renoncement, du moins en apparence. Suzanne était sa seule confidente à cette occasion, comme à beaucoup d'autres moins importantes. Suzanne était toujours prête à écouter et à sympathiser. Personne d'autre n'aurait pu être intéressé par un mal aussi lointain qu'une maladie, dans une famille à 100 lieues de distance, pas même Madame Price, à part une question ou deux. Quand elle voyait sa fille une lettre en main, et de temps en temps, elle faisait cette tranquille observation. « Ma pauvre sœur Bertram doit être dans un terrible état. » Dénoués depuis si longtemps, dans une situation si différente, les liens du sang ne représentaient presque plus rien. Une affection originellement aussi paisible que leur caractère n'était plus qu'un simple mot. Madame Price fit autant pour Lady Bertram que Lady Bertram eût fait pour Madame Price. 3 ou 4 Price eussent pu être balayés, un ou tous, sauf Fanny et William, et Lady Bertram eût été peu impressionnée. On eût peut-être entendu des lèvres de Madame Norris que c'était un vrai bonheur pour leur sœur Price de les voir si bien placés. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans cet avant-dernier vlog lecture sur Mansfield Park de Jane Austen. Bon, alors j'ai lu longtemps, j'ai plus de voix, mais je crois que c'est la longue lettre de Madame Bertram qui m'a un petit peu flingué les cordes vocales là. Mais je trouve ça quand même vachement long. Je crois que c'était le début de la troisième partie ou peut-être la deuxième qui avait un peu dynamisé le truc, mais je trouve qu'elle se répète vraiment beaucoup, hein. T'as raison Céline, parce que on a quand même Fanny qui, mine de rien, souffre un peu de ce que Sir Thomas, donc Monsieur Lord Bertram, avait prévu. Du style de bon, elle est en train de faire un peu sa difficile parce qu'elle refuse Monsieur Crawford, qui est un mec très bien et qui a une fortune, etc. Donc elle se marierait au-dessus de sa condition. Donc refuser ça, c'est con. C'est ce qu'il avait dit, hein, la grande engueulade qu'il lui avait fait. Et bah, quelque part, oui, parce que les femmes, en ce temps-là, surtout de basse condition, soit tu bosses ou soit tu te maries bien, en gros. Donc Fanny, oui, économiquement, c'est une erreur de ne pas se marier avec c'est pas un lord. Économiquement, c'est une erreur de ne pas se marier avec Crawford. Après, sur le plan des sentiments, effectivement, si elle est éprise d'Edmond et qu'elle trouve que... moi, j'ai bien retenu le fait que elle refuse Crawford parce qu'ils sont pas d'accord sur leurs principes, donc leurs valeurs, c'est pas con. Par contre, je trouve que Crawford, il fait quand même énormément d'efforts pour s'élever, entre guillemets, au niveau de ce que pourrait attendre, de ce qu'il croit que Fanny pourrait attendre d'un homme. Enfin, d'un mari, d'un futur mari, d'un fiancé. J'ai pas spécialement capté si Crawford il a compris qu'il y avait quelque chose entre Fanny et Edmond. Je pense pas, je pense qu'il a pas remarqué. Parce que Edmond là, en fait Edmond est quand même en train de lui dire que c'est elle qui lui manque le plus, que Fanny lui manque le plus, mais il a pas tilté en fait, du tout. Alors je viens de tilter en plus, pour avoir vu pour avoir lu d'autres histoires de Jane Austen, j'ai l'impression que la petite
période de grippe, entre guillemets, de maladie, je pense que c'est un trope qu'elle utilise souvent. Parce qu'on avait eu Marianne dans Raison et Sensibilité. On a eu Jane, si je me trompe pas de prénom, donc la sœur d'Elisabeth dans Orgueil et Préjugés. Et là, du coup, on a Tom. Mais Tom qui, a priori, a juste beaucoup trop picolé et se prend de la fièvre. Et a été abandonné quand même par ses amis. Super les fréquentations, Tom, continue. Mais enfin, après abandonné, il n'a pas été abandonné tout seul non plus dans une maison, il y a quand même des domestiques, et je pense qu'ils sont pas non plus plus idiots que d'autres, mais bah, les domestiques, c'est pas tout à fait des potes, quoi. Enfin, ils vont faire leur taf, donc ils vont lui filer de la soupe, changer ses draps et compagnie, appeler le docteur, mais ils vont pas lui tenir la main et la tapoter pendant qu'il a des suées nocturnes, quoi. Bref. Oui, donc je reviens à Crawford vite fait. Henry Crawford, il fait quand même plein d'efforts. Tout comme on avait vu il s'était occupé par exemple de Lady Bertram qui jouait à un jeu et qui comprenait rien. Il avait été super sympa, mais parce que je pense que c'est un aristocrate ou un bourgeois. Enfin, il a l'éducation, donc l'éducation c'est quand même, bah, je m'occupe un peu de mes concitoyens, on va dire. Je sais pas s'il aurait cette même gentillesse s'il n'avait pas un intérêt derrière. Vous avez 4 heures. Parce que là, il a été gentil aussi avec la famille avec la famille de Fanny. C'était assez bizarre, l'espèce de... La relation là avec le père, la mère, c'était assez étrange. Et puis, qu'est-ce qu'elle est elle est vachement dans l'angoisse quand même, Fanny. Hein. Ah, il y a un moment aussi où j'ai eu envie un peu de la secouer parce que elle est en train de redire, en gros, euh, moi je me suis élevée, je pense comme ça, parce qu'Edmond m'a appris. Mais réfléchis par toi-même, ma grande. T'en as les moyens. Tu es éduquée, tu sais lire, lis des livres que toi tu choisis. Après oui, autre temps, autre mœurs, etc. Mais j'ai un peu envie de la secouer, en fait, elle est d'une passivité folle. Donc là, par exemple, j'ai eu un peu de mal à être en empathie avec elle. Alors que dans d'autres moments, je l'étais plus. Mais là, en fait... alors c'est peut-être le fait que je trouve que le livre, il est effectivement long et qu'il y a beaucoup de tel. Donc le tel, je me répète sans doute d'une vidéo à l'autre, mais vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Hein. Le tel, c'est une technique narrative où en fait on raconte ce qui se passe et le show, c'est de montrer ce qui se passe. Donc raconter ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe là. Et montrer ce qui se passe, Fanny qui peut discuter par exemple avec sa sœur Suzanne, Suzanne de ce qu'elle a en fait en tête tout simplement. Ça c'est une technique où on rend vivant ce qui se passe. Le tel, quand c'est que du tel, ça peut être chiant, et je trouve que c'est un peu le cas. Donc j'aurais limite envie de dire aux gens qui ont du mal avec ce bouquin, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, allez voir le film. Le film est cool, le film est vraiment très bien. Là pour le moment elle apprend juste que Tom, donc le frère, l'aîné des Bertram, le futur lord, au final Tom est malade et il a demandé à retourner à la maison. Donc est-ce qu'il a demandé à retourner à la maison parce qu'il croit qu'il va mourir ? Ou est-ce qu'il veut retourner à la maison parce qu'il veut être entouré des siens, parce qu'il a un peu la trouille quand même? On sait pas trop. Edmond, j'ai envie de le secouer aussi parce qu'il m'agace là. Il est en train de... il a toujours Mary Crawford sur un espèce de piédestal, en train de l'admirer, de dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien. Mais en même temps, oui, le truc que je trouve assez marrant, c'est que en gros, Edmond disait que Mary Crawford était comme ça parce qu'elle subissait l'influence de ses amis, donc Madame Fraser et Madame Stoneway, donc les frangines là, les frangines Fraser. Et Fanny est en train de dire, mais en fait non, c'est Mary Crawford qui est peut-être en train de les influencer. Donc là où en gros Fanny
comme elle n'a pas d'intérêt amoureux pour cette femme-là, elle a... regardez, je porte mon chat. Elle a... elle ne la regarde pas avec des œillères, alors que Edmond va forcément, comme il est amoureux, va forcément excuser ses comportements, etc., en disant que la pauvre, elle est influençable. Alors, je trouve qu'on mange beaucoup de cette pauvre femme influençable dans ce livre. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, à la fois dans l'espèce de condescendance qu'avait pu avoir Edmond envers Fanny en disant en gros je t'ai éduqué, gna gna gna, je t'ai dit quel bouquin lire et comment penser, et à la fois envers un peu tous les atermoiements de Fanny qui... Fanny, c'est quand même une jeune femme qui est fragile, hein, je trouve. Elle est beaucoup sur l'angoisse et l'anxiété. C'est pas facile. C'est pas facile pour elle. Et mais c'est parce que c'est juste une femme. On l'a pas eu ça dans. Je crois qu'on a eu ce n'est juste qu'une femme, un truc comme ça. Ou je l'ai peut-être lu ailleurs, mais il me semble qu'on a eu à peu près cette phrase-là. Alors sinon, autre chose, et je le dirai que à la fin du bouquin, donc la semaine prochaine. Je vais essayer d'ailleurs pour samedi et dimanche prochain de publier samedi et dimanche. Je vous garantis pas, mais je vais essayer. Mais je trouve qu'on a eu une petite allusion sur deux trois phrases sur Maria, donc Maria Bertram qui a épousé Rushworth, et Henry Crawford. Est-ce que vous avez compris comme moi? J'ai envie de vous ressortir le truc. C'est dans le chapitre 13, donc... le dernier en fait. C'est dans le chapitre 13. C'est dans la lettre d'Edmond. Je ne pouvais pas le voir avec ma sœur aînée dans la même chambre, sans me souvenir de ce que vous m'avez dit un jour, et je reconnais qu'ils ne se rencontrèrent point en amis. Il y avait chez elle de la froideur marquée, c'est à peine s'ils parlèrent. Je le vis se retirer surpris, et je regrettais que madame Rushworth gardât encore de la rancune pour un soi-disant manque d'égard envers mademoiselle Bertram. Je pense qu'il y avait une scène au moment du théâtre où Maria et Henry Crawford, donc Maria qui était que Bertram à l'époque et Henry Crawford, avaient répété. Mais ça fait bizarre ça. Comment il a tourné le truc? Comme si c'était quelque chose en fait que Fanny n'a pas vu et une espèce d'allusion à quelque chose. Je ne pouvais pas le voir avec ma sœur aînée dans la même chambre sans me souvenir de ce que vous m'avez dit un jour, et je reconnais qu'ils ne se rencontrèrent point entre amis. Et ouais, il y a un truc un peu bizarre. Donc, qu'est-ce que vous en comprenez de ça? Je crois me souvenir que Henry Crawford avait beaucoup insisté pour que Maria prenne tel rôle, je ne sais plus lequel exactement, et il avait écarté Julia. Julia, donc la plus jeune sœur d'Edmond. Julia qui n'est pas mariée encore, mais Maria s'est mariée avec Rushworth. Et je me souviens qu'il avait grave insisté en fait que Maria prenne ce rôle pour qu'ils jouent ensemble et qu'ils répètent sans doute ensemble. Mais c'est bizarre. Et on est vraiment dans l'implicite là. Donc soit ça fait juste référence à ça, soit ça fait référence à autre chose qui est dans le film, qui est beaucoup plus explicite dans le film. Bon, pas explicite non plus, mais qui est beaucoup plus flagrant dans le film, on va dire. Et bref, qu'est-ce que vous comprenez de ça? C'était la question à 10 balles. Parce que du coup, ça fait quelques moments que j'essaye de retrouver la scène, mais c'est une scène qui dure 30 secondes dans le film, dans le livre, et je trouvais pas. Et je me disais, purée, si Jane Austen, elle a vraiment écrit ça dans son roman, mais au secours, quoi, gros scandale pour l'époque. Sauf qu'a priori, elle l'a pas écrit. Ou alors, si elle l'a écrit, c'est de manière très implicite. Enfin, c'est vraiment à peine effleuré. Je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus la semaine prochaine. On verra si il y est fait de nouveau allusion. Je vais peut-être me regarder de nouveau ce film-là d'ailleurs pour voir. Donc voilà. Euh,
Bon, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer par la suite là? Il reste la vidéo de la semaine prochaine, enfin l'enregistrement au moins du livre va être un tout petit poil plus long, 10-15 minutes plus long. Et j'essaierai de faire un vlog lecture aussi qui englobe en fait l'ensemble du livre. Et je trouve que dans ce bouquin, on trouve vraiment la subtilité au niveau des personnages. Jane Austen, elle l'a, mais carrément. Mais j'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'épistolaires, mais qui étaient moins présents dans les livres d'avant. J'ai un doute. Mais forcément, il y a forcément de l'épistolaire, parce que comment voulez-vous que les gens ils communiquent quand ils sont pas ensemble? Mais bref, je trouve que c'est quand même un livre qui manque de rythme. J'aime bien, hein. J'aime bien, mais je trouve que ça manque de rythme. Peut-être qu'elle était un peu plus audacieuse sur ses œuvres de jeunesse, je sais pas. Je suis pas forcément déçue. J'ai hâte de voir comment c'est tourné sur la fin, parce que on sait qui finit avec qui, hein. On sait que Fanny va finir avec Edmond, qui, pour le moment, à 25 pages de la fin, il a toujours pas capté, mais à voir. Et là, on a aussi Tom qui est malade. On a Sir Thomas qui n'a pas l'air de vouloir que Fanny rentre. On a les Crawford qui ont plus ou moins envie de l'enlever, presque, de Portsmouth pour la ramener à Mansfield. Et je trouve qu'il y a une espèce de vision qui est ultra idéale de Mansfield, alors qu'en fait, c'est pas si... quand on gratte un peu le vernis, c'est pas si reluisant en fait, hein. Parce qu'ils ont pas l'air plus heureux que ça, vraiment. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. J'ai du mal à capter. Je sais pas. Il y a une espèce de décalage, je trouve, entre ce qu'ils pensent de Mansfield et la réalité de ce que c'était. Après, toute la petite troupe là qui voulait faire du théâtre, ils se sont bien amusés, mais je sais pas. Fanny, j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi elle a envie de retourner à Mansfield, à part pour aimer rendre service entre guillemets, etc. Et parce que là, en fait, elle se plaint pas beaucoup plus du manque de confort. Elle se dit juste, bon, maman, elle fait juste pas très bien la vaisselle, les servantes non plus. Il y a beaucoup de bruit. Il manque des livres, donc je suis un peu malheureuse, et puis il n'y a pas Edmond. Mais en fait, c'est pas une famille qui s'aime, les Price, hein. C'est assez étonnant. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément une famille qui s'aime non plus, les Bertram. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces derniers paragraphes, de ces derniers chapitres, pardon. Et donc mercredi, on a une vidéo unboxing et où je présente aussi la dernière sortie de Sarah Fay qui s'appelle A Touch of Blake, qui est sortie depuis un moment. Il est sorti au mois de juin, mais je voulais... j'ai pas eu le temps de le faire avant et je voulais le faire à la rentrée pour qu'il y ait un peu plus de monde sur la chaîne. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le week-end prochain, donc je vais essayer de faire vraiment le samedi et le dimanche. On aura la dernière nouvelle des aventures de Sherlock Holmes et les derniers chapitres de Mansfield Park de Jane Austen. Je sais pas encore si je fais une petite vidéo du mercredi pour conclure avant de partir 3 semaines en vacances. Enfin bon, 3 semaines en vacances, c'est juste que je vais arrêter de poster sur YouTube. Je vais peut-être juste m'occuper de mon compte Insta, bosser un peu aussi parce qu'il paraît qu'il faut. Mais en gros, je pars pas, hein. Je suis dans le coin, c'est juste que je vais pas poster sur YouTube. YouTube me prend beaucoup de temps. Il faudrait que je vous fasse peut-être une petite vidéo là-dessus. Pourtant, je suis pas une grosse maniaque au niveau du... le seul côté où je suis maniaque au niveau du montage, c'est vraiment sur le côté lecture. Parce qu'après, sinon, si je bafouille, tout ça, c'est pas trop grave. Je m'en fiche un peu. Vous avez vu comme il est beau, mon chat? Il est fatigué, hein. Passer toute la journée à courir. En plus, je sais plus ce que je faisais. Oui, j'ai passé ma journée à faire du ménage, donc je suis un peu crevée. Et comme j'ai passé ma journée à faire du ménage, ce pauvre chaton, eh ben, il a pas eu sa ration de câlin. Je vous souhaite un très bon mardi, et donc à mercredi pour A Touch of Blake, un unboxing, et je vous parle du bouquin. À tout bientôt. Lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!